Bonsoir à tous. Merci d'abord pour votre attention pendant ce film. Je vais maintenant vous inviter à passer à la deuxième partie de la soirée. Donc, ça sera le débat où vous aurez la liberté de poser toutes les questions que vous voulez à nos intervenants. Donc, j'ai l'honneur d'avoir avec moi aujourd'hui Monsieur Dia Ben Nasser, que vous avez vu tout à l'heure, mais aussi Baptiste Brodard, qui est un professeur et chercheur associé à l'université de Veracruz, au Mexique, et donc il nous fait l'honneur de venir aujourd'hui depuis la Suisse. Donc je pense qu'on peut l'applaudir. On peut applaudir aussi Monsieur Ben Nasser. Et je t'invite à te présenter, je pense que tu le feras mieux que moi. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum. Je suis très content d'être ici pour parler de ce sujet, et je dois dire que j'ai été très touché par le film. Je l'avais déjà vu il y a 2 ans. Mais je reviens du Mexique, donc du Chiapas. Je pense que je suis revenu à peu près il y a 3 semaines et j'ai côtoyé la plupart des personnes qui figurent dans le film. Donc c'est tout frais, c'est mon 3e voyage sur place. Et bon, pour me présenter très brièvement, j'étais travailleur social en milieu carcéral et ensuite j'ai fait un doctorat, donc j'ai repris des études en sciences sociales et études religieuses. J'ai terminé le doctorat il y a à peu près 2 ans et j'ai commencé un post-doctorat, donc une recherche plus indépendante, sur l'islam autochtone en Amérique latine. Et le cas du Chiapas est un cas vraiment emblématique, particulier, très rare, qui a fait l'objet de ce film magnifique et qui représente vraiment l'expression la plus exotique, on peut dire, ou la plus particulière d'une présence musulmane autochtone, nouvelle, donc c'est une communauté de convertis et de descendants de convertis en Amérique latine, au Mexique. Donc je ne vais pas trop m'attarder, mais je me réjouis d'aborder les discussions. Merci beaucoup. Du coup, pour poser vos questions, vous avez la plateforme WooClub. Je ne sais pas si vous savez tous l'utiliser, mais normalement, vous avez reçu un mail avec le lien pour poser directement vos questions. Sinon, vous pouvez scanner le QR code depuis votre appareil photo. Et si vous n'y arrivez toujours pas, vous pouvez aller depuis votre moteur de recherche sur wooclub.com et taper le code qui est là, qui commence par X, pour poser directement toutes vos questions. Donc on va commencer par une question qui m'intéresse particulièrement par rapport à vous deux. Selon vous, quelles sont vos différentes approches, puisque toi, Dia, tu as plus une approche cinématographique, artistique sur ce domaine-là, et toi, tu as plus une approche universitaire, plus sur le fond du sujet. Donc, à votre avis, quelles sont les différences qui, aujourd'hui, vous caractérisent ? Tu veux commencer ? Vas-y, comme tu veux. Je peux parler de mon expérience, et du coup, c'est vous qui allez faire la différence entre les 2 approches. Nous, notre approche, elle est assez simple, c'est-à-dire que... déjà, elle est contraignante, c'est-à-dire que nous, on va dans un pays, on fait un documentaire, on n'a pas de financement particulier, et c'est important parce que ça veut dire qu'on n'y va qu'une seule fois. On ne va pas s'amuser à faire des allers-retours parce que c'est extrêmement coûteux. Donc on a une contrainte qui nous dit il faut qu'on aille là-bas, qu'on fasse tout ce qu'on peut qualitativement parlant, et quand on revient en France, il faut qu'on ait un docu. D'ailleurs, souvent, on se dit pendant le voyage, on se dit souvent, il y a un docu ou il n'y a pas de docu. Et des fois, il n'y a pas de docu jusqu'au avant-dernier jour, et après, finalement, il y a un docu. Donc, il y a ce stress permanent, en fait, qui se dit, est-ce qu'on a une histoire ou on n'a pas une histoire ? Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait beaucoup d'études en amont. On travaille sur le sujet à peu près 6 mois avant, 1 an avant, et ensuite, il y a à peu près 1 an de travail après le voyage. Mais c'est vrai que cette contrainte du fait de se dire qu'il faut qu'on réalise ça sur un voyage fait que on sait pertinemment que notre approche, c'est notre approche à nous, c'est ce que nous, on a vécu, c'est ce qu'on met en fait sur le début du documentaire. C'est-à-dire qu'on ouvre une porte, on ouvre une fenêtre sur une histoire, mais on ne prétend pas représenter l'intégralité du sujet. On prétend juste représenter notre vécu et comment nous, on a eu cette approche documentaire. J'imagine que la tienne, elle est un peu différente. Oui, effectivement, c'est 2 portes d'entrée complètement différentes qui peuvent se recroiser, qui ont des intérêts distincts mais communs. Par exemple, personnellement, je profite énormément du film, du travail qui a été fait, mais c'est vrai que l'approche est différente. Pour ma part, c'est un focus qu'on appelle ethnographique, sociologique. Ethnographique parce que pour moi, c'est
des études de cas que je mène dans plusieurs pays. Donc, ce n'est pas seulement dans le Chiapas, mais également en Colombie et d'autres parties du Mexique, avec une question de recherche qui m'anime, une problématique à la base que j'essaierai de développer sur la base d'études de cas concrètes. Et ma problématique est de m'intéresser aux communautés musulmanes autochtones, comme tu l'as dit, mais aussi nouvelles, c'est-à-dire qui émanent de conversions ou de descendants directs de convertis, ce qui est peu présent dans le monde à cette ampleur et qui se trouve très bien, comme on l'a vu au Chiapas, mais également par exemple à Buenaventura en Colombie, où il y a une communauté musulmane afro-colombienne. Et donc mon approche est de faire des études de cas sur la base d'entretiens souvent informels. Ce n'est pas des entretiens enregistrés avec un questionnaire, parce que c'est beaucoup plus profond et il faut beaucoup de temps pour acquérir la confiance des personnes, et aussi pour trouver finalement une cohérence à tous les propos qu'on entend, parce qu'on parle d'un phénomène qui s'étend sur des années, comme on l'a bien vu dans le documentaire, et qui passe également par une observation. Donc la clé pour cela, pour moi, est l'immersion. C'est-à-dire que je dois aller sur le terrain durablement, aussi plusieurs fois, parce que je peux observer quelque chose en 2018, en 2019, en 2022, c'est déjà différent. Et pour cela, si j'ai un projet d'une durée de 2 ans, je dois retourner plusieurs fois parallèlement sur plusieurs terrains en essayant de trouver une cohérence globale et à la fin en produisant des articles, des ouvrages, c'est possible, donc avec un produit rendu qui est moins populaire, mais qui retrace beaucoup de détails. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la prochaine question. Dans le documentaire, on voit que les personnages invitent des personnes de notre communauté à venir et vivre avec eux afin de leur enseigner l'islam avec les actes directement. Concrètement, pour vous, comment atteindre cet objectif et comment être lié avec cette population qui finalement fait partie intégrante de notre communauté? Je vais répondre. Ouais, c'est marrant parce que souvent les gens ils retiennent cette phrase, genre ils sont prêts à prendre leur bagage et tout à partir. Alors bon, pour resituer le contexte, lui quand il dit qu'il y a des frères qui doivent venir, en fait il pense plutôt aux frères de la capitale, à Mexico. Parce qu'en réalité, d'un point de vue numéraire, tu me corriges si c'est pas le cas, mais d'un point de vue numéraire, là où il y a le plus de musulmans liés à l'immigration, etc., c'est Mexico. Ensuite, il y a ces phénomènes d'enclave musulmane. D'ailleurs, le Chiapas, ils appellent ça le Chiapakistan parce qu'ils se disent « Ah ouais, il y a plein de musulmans là-bas, on ne comprend pas trop ce qui se passe. » Et justement, lui, il dit « Nous, on est une enclave, on n'a pas forcément, comme vous avez pu le voir, ça suit une histoire qui est très intéressante à étudier d'un point de vue, justement, mouvement collectif. Mais du coup, d'un point de vue enseignement, c'est eux qui partent pour étudier la religion et qui reviennent. Et du coup, c'est dans ce contexte-là qu'il disait « Venez », il parlait en fait des frères de la capitale, venez vous installer, comme lui en fait il est venu s'installer pour essayer d'organiser les choses, etc. Après, encore une fois, je pense que le documentaire le montre, c'est vrai que là on étudie aussi un cas d'impérialisme au sein même des communautés musulmanes. C'est-à-dire qu'on a, alors d'ailleurs une petite astérix, il y a un biais dans ce documentaire, c'est que les Morabitoun, on ne parle pas avec eux. Ce qui est, pour moi, si je faisais une recherche, ça aurait été une erreur grave. Nous, encore une fois, on le dit, c'est ce qu'on a vécu. Les Morabitoun, on les a contactés, ils ne souhaitaient pas apparaître dans le documentaire. En fait, ils souhaitaient apparaître dans le documentaire que si il n'y a que leur communauté. On leur a expliqué que nous, on n'est pas là pour faire la promotion d'une communauté plutôt qu'une autre. Et du coup, on leur a dit, on ne peut pas accepter ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit biais-là. Mais pour revenir au sujet, justement, c'est une question à prendre vraiment au sérieux, cette histoire d'aller quelque part pour enseigner quelque chose. Comme vous pouvez le voir, il y a un ancrage culturel, il y a un ancrage historique qui fait que ça ne peut pas... En fait, il y a des valeurs et il y a un état d'esprit qui dépasse la seule bonne intention d'aller enseigner quelque chose. Et c'est ce point qui est très important dans le documentaire, justement, c'est regarder des gens qui sûrement étaient très bien intentionnés et qui d'ailleurs, au final, historiquement parlant, ils ont fait un travail très intéressant. Mais il y a eu ce clash des cultures, cette mauvaise compréhension. Alors, peut-être que pour ceux qui ne voient pas le contexte, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec cette histoire de tortilla ?» Mais en réalité, derrière les tortillas, en fait, il y a tout un bagage culturel. Tortilla, c'est quelque chose de visible. Mais en réalité, ce qu'il y a derrière, c'est « On n'aime pas votre mode de vie.
on est venu avec une approche un peu dominante parce qu'on vous apprend quelque chose et donc on intègre dans cet enseignement un clash culturel, un clash civilisationnel et donc un rapport de domination. Et justement, ce documentaire, il vient poser la question de cette volonté toujours de vouloir enseigner aux autres, alors qu'en réalité, il y a tout un travail derrière à faire, un travail justement anthropologique pour essayer, on va dire, bien sûr, d'être dans le partage, mais en prenant en compte le contexte historique, culturel. Et c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention avec cette volonté d'aller quelque part pour enseigner. Il y a déjà beaucoup de choses à apprendre là-bas avant de vouloir enseigner quelque chose. C'est un échange, c'est une dynamique. Et donc, j'ai rien à dire, j'ai rien à proposer parce que moi, personnellement, encore une fois, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'initiative globale. C'est que pour moi, ce sujet du Chiapas, c'est un parmi d'autres. Et les autres, c'est quoi? C'est en fait étudier comment ces communautés, elles ont réussi à imbriquer leurs croyances avec leur culture et comment faire pour que ça se passe de la façon la plus respectable, la plus fluide et toujours au service du bien. Ça, c'est ça, on va dire, la réflexion. C'est pas vraiment parce qu'ils nous ont demandé. Hein. Ils nous ont forcément, on est reparti avec plein de prospectus parce qu'ils veulent être financés, des écoles, des choses comme ça. Je peux donner un exemple. Je vais donner un exemple tout bête. Nous, on est sur ce pays et sur cette communauté. C'est une communauté très pauvre. Comme Baptiste, justement, c'est important quand on fait un documentaire de vivre avec eux. Donc déjà, c'est compliqué parce qu'on vit chez des gens qui déjà eux-mêmes ne savent pas si demain ils vont pouvoir manger. Et donc on était un petit peu un poids, sachant qu'on vient faire un documentaire. On s'est dit peut-être qu'ils ne vont pas trop comprendre notre approche. En parallèle, on a fait une petite levée de fonds, histoire de ne pas venir les mains vides et de dire que voilà, la communauté en France, elle aide les Tzotzil du Chiapas. Et il y avait donc une cagnotte. La cagnotte, elle était destinée à les aider. Et on l'a divisé en deux. Il y avait des denrées alimentaires et il y avait une partie en fonction de ce qu'eux, ils souhaitent. Et eux, ils souhaitaient, il nous a mis dans des problèmes d'ailleurs, ils souhaitaient en fait un haut-parleur parce qu'ils nous disaient, ouais, pour la prière du Fajr, ça serait bien que les familles elles soient au courant de l'heure et elles viennent avec l'appel à la prière en haut-parleur. Nous, on ne connaît pas super bien le contexte, c'est la volonté d'un frère. On va acheter l'haut-parleur, ils installent l'haut-parleur. Et en fait, ça c'était quand on est reparti en France, on s'est rendu compte que ça a créé un gros problème dans le village, parce qu'il n'y a pas que des musulmans, et les non-musulmans, ils ne comprenaient pas comment à 5h du matin, il y avait un appel à la prière. Et du coup, on a beaucoup culpabilisé, parce qu'il y a une partie, bon, c'était pas très cher, mais il y a une partie de la levée de fonds qui était sur quelque chose qui, en fait, n'était pas dans une bonne logique, quoi. Ça, c'est un exemple, mais je pourrais en citer d'autres plus tard. Oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit par rapport au fait que de nouvelles familles migrent au Chiapas pour l'islam. Il faut savoir que le Chiapas, par rapport à l'islam, c'est un cas très paradoxal. D'un côté, c'est le cas le plus emblématique d'Amérique latine, le plus fort qui montre qu'il y a une présence musulmane complètement autochtone, parce que dans la communauté, pour l'instant, ils sont à peu près 200 musulmans. Sur les 200, il y en a 190 de Tzotzil, et une dizaine de Mexico City et 2 ou 3 migrants seulement. Donc c'est vraiment 98% local comme communauté, ce qui est exceptionnel en Amérique latine. Donc d'un côté, ça semble un exemple réussi de conversion et de darwa. Mais paradoxalement, c'est aussi le plus contre-exemple que j'ai vu dans mes voyages de contre-darwa, de mauvaises pratiques de la darwa. Pourquoi? Parce qu'on estimait qu'il y avait 800 conversions, 800 musulmans à l'époque. Maintenant, il y en a 200. Les estimations, bien sûr, c'est toujours compliqué d'avoir un chiffre exact, mais c'est les chiffres les plus plausibles que j'ai remarqués. Donc 600 personnes, soit 75% des personnes musulmanes, ont quitté l'islam. Et en tant que croyant ou en tant qu'observateur simplement, on voit qu'il y a un problème ici. Et le film a bien montré le processus historique et les scissions qui montrent que ce n'est pas si facile. Et le fait aujourd'hui d'avoir encore plus de personnes externes qui vont prêcher l'islam peut risquer encore d'accroître ce problème. Par exemple, depuis la sortie du film, il y a eu une 5e communauté. Maintenant, pour moi, je compte 5 ou 6 groupes, pour une population de 200 musulmans. Par exemple, le Ramadan dernier, 2021, je l'ai passé au Chiapas, et on avait le choix de prendre l'iftar et de faire les prières tarawih entre 5 endroits. Par exemple, 2 endroits, 2 mosquées étaient voisines de 50 mètres.
à un endroit, et à un autre endroit, il y avait aussi 2 centres islamiques voisins de 50 mètres. Parce qu'entre-temps, après le film, une nouvelle communauté turque a été justement pour Darwa, pour l'islam. Le problème, comme tu l'as bien dit, c'est que beaucoup de groupes étrangers viennent et chacun pense comprendre l'islam de la meilleure façon. Donc, si un groupe aujourd'hui vient d'Île-de-France, par exemple, il va pouvoir malheureusement faire la même erreur en proposant une nouvelle alternative, ce qui créerait un 6e groupe. Et c'est une des causes de déclin de l'islam dans certaines régions, c'est cette division entre mouvements, entre idéologies. D'accord, merci beaucoup. Du coup, là, on a vu un peu les différences entre ces communautés. Mais est-ce que vous avez remarqué surtout, non, en fait, tous les deux pendant votre voyage, des anecdotes justement sur ces différences qui font que vous avez été surpris, par exemple lors de la prière en groupe ou quelque chose comme ça? En fait, les différences doctrinales qu'on retrouve au Chiapas sont celles qu'on retrouve dans le monde, finalement. Aujourd'hui, si on veut les citer, on a les Mourabitoun qui sont d'origine européenne, qui sont présents en Europe. On a un islam sunnite plus traditionnel avec une légère influence salafiste. On a un 3e groupe, Ba'alawi du Yémen, qui est mené par un cheikh syrien, donc ici un islam traditionnaliste hanafite, parce que le cheikh lui-même est hanafite avec une orientation soufie. On a un 4e groupe, Ahmadi, et un 5e, Süleymanji de Turquie. Donc tous ces groupes ne sont pas mexicains, mais on les retrouve dans le monde, justement avec des projets d'extension et des projets d'influence, parce que chacun, même derrière une bonne intention, pense que sa vision de l'islam est la bonne. Donc ce qu'on retrouve comme pratique de l'islam au Chiapas représente ce qu'on peut retrouver ailleurs dans le monde, avec les mêmes effets de rivalité parfois entre groupes, ce qu'on a également connu en France, mais avec un intérêt très fort qu'on voit dans le film, c'est que malgré les erreurs qui ont été commises, malgré le dégoût qui a pu être porté par certaines figures de l'islam auprès de la population indigène, quand on leur interdit de parler leur langue maternelle, quand on leur interdit de voir leur famille, malgré cela, l'islam est resté. Et ici, on est vraiment dans une piste de réflexion intéressante par rapport à la thématique de cette soirée, c'est comment une communauté musulmane, nouvelle, autochtone, parvient à garder l'islam au fil du temps et à différencier ce qui dépend de l'islam au niveau universel, au niveau de la révélation qui est valable pour tous, et de ce qui appartient à des organisations situées avec des intérêts particuliers. Donc ici, on a vu que beaucoup de personnes ont fait la part des choses et sont restées musulmanes malgré la complexité de la diversité entre tendances qu'il y a eu, ce qui est très prometteur et très intéressant quand on veut réfléchir sur les conditions de l'islam qui se vit en situation minoritaire, d'autant plus quand c'est une communauté nouvelle. Non seulement autochtone, mais nouvelle, parce qu'on parle de 20-30 ans seulement d'histoire. Et je voulais juste, pour on va dire, nuancer, ou en tout cas pour donner mon avis sur cette question des divisions. Ça peut être, enfin en tout cas nous, quand on voit ça, on peut se dire « Ah ouais, encore des gens divisés, etc. » Et après, tu te dis finalement, peut-être que c'est tout simplement inhérent à la nature humaine. On a des personnalités différentes, on a une approche différente. Et peut-être qu'au final, le fait qu'on a un cas comme ça, très intéressant, parce que comme le disait Baptiste, c'est inédit dans l'histoire moderne d'avoir un cas comme ça qui émerge, mais qui rappelle aussi peut-être d'autres époques. On se dit, mais finalement, peut-être que c'est tout simplement naturel. C'est naturel. On n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes approches, et forcément, petit à petit, on va se greffer à un groupe différent. Et au final, la seule personne qui a mis tout le monde d'accord, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout. Même les califes n'ont pas mis tout le monde d'accord. Donc au final, il ne faut pas non plus, bien sûr, l'idéal, ça serait d'avoir une grande union, mais dans les faits, il ne faut pas non plus s'en vouloir de ces divisions. Il faut juste réussir à se dire que malgré ces approches différentes, voilà justement, malgré le fait qu'on ait des approches différentes, nous ne sommes pas divisés. C'est ce que justement essayait de faire le cheikh syrien, Moudar, qui essayait de leur expliquer que ce n'est pas parce que vous avez une approche différente, donc vous êtes dans un groupe différent, que vous n'avez pas le droit de prier dans une mosquée ou dans une autre, etc. Donc c'est plutôt dans ça où c'est dommage. C'est de passer de division à juste une approche différente. Mais c'est vrai que
pour pas trop non plus, on va dire, considérer que c'est un scénario dramatique. C'est pas si dramatique que ça que des gens se disent, moi je suis plus attiré par telle approche et moi par une autre. Oui, tout à fait. Comme on l'a bien vu aussi par rapport à Omar, la personne barbue d'un certain âge, elle a très bien dit, elle a dit pour lui, il peut aller prier dans toutes les mosquées. Et beaucoup de fidèles sont comme ça. Beaucoup de musulmans refusent justement cette différenciation et cette division qui vient plutôt de certains dirigeants des communautés. Donc, il faut aussi différencier ça et ce n'est pas complètement négatif, comme tu l'as dit. Cela dit, on voit qu'il y a un passage encore plus positif et prometteur pour l'avenir, et que quand les personnes locales prennent le rôle d'imam et prennent le rôle de penseurs musulmans, en allant par exemple se former à l'étranger, quand elles reviennent, il y a vraiment l'émergence d'un islam qui peut vraiment s'appeler islam local, avec des figures d'autorité, des figures musulmanes qui viennent de là-bas, qui connaissent la culture et qui ne sont pas associées à des intérêts directement étrangers. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'on peut réellement pouvoir appliquer l'islam et respecter les rites et les obligations musulmanes quand, à l'origine, la culture elle est liée à des rites polythéistes, comme on le voit au Mexique? En fait, la culture locale de Quraysh, de Mecca, il n'y a pas plus polythéiste que ça. Et on a vu que le message de l'islam a pris racine par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette terre. Donc, justement, l'islam est un message qui, historiquement, pour parler avec un peu de distance, historiquement, on le voit à travers les 13-14 siècles passés, que l'islam peut prendre racine et se développer et perdurer dans n'importe quelle civilisation ou culture humaine. Et surtout que, justement, nous, en tout cas, ce qui nous avait un peu marqué au niveau des personnes qu'on a rencontrées, c'est qu'au contraire, alors peut-être pas dans l'approche de l'unicité, mais dans la pratique religieuse. Il faut savoir que dans un contexte mexicain, la pratique religieuse, elle est hyper importante. Ils sont constamment dans cette recherche d'un Dieu. On le voit même dans la façon dont ils expriment leur religiosité, que ce soit les musulmans, les chrétiens, les évangélistes, etc. C'est très expressif, ça se voit en fait dans le quotidien. Donc la recherche spirituelle, c'est que j'ai jamais, moi personnellement, dans toutes les contrées où on est parti, j'ai jamais vu autant de dynamisme autour de la religion. Donc au contraire, en fait, le discours religieux, il est très facile là-bas. Et justement, encore une fois, le fait que dans leur pratique ancestrale, ils avaient alors eux, ils pensent qu'il y avait un musulman à un moment donné. Enfin, quand je dis musulman, c'est une personne qui croit en un Dieu unique et qui transmet le message de l'islam. Pour eux, il y a eu un musulman à un moment donné et ils sont juste là en train de, entre guillemets, purifier les pratiques mayas au sein de l'islam. Après, ça, je ne peux pas me référer à quelque chose de concret et une source historique, donc je dis juste qu'eux, ils me disent ça. Mais en tout cas, c'est aussi un de leurs moteurs, c'est de dire, mais moi, mon grand-père, mon arrière-grand-mère, elle faisait les mêmes gestes. Mon grand-père, par exemple, à un moment donné, Ibrahim, il dit, mon grand-père, avant de prier, il faisait une sorte de doudou. Donc, au contraire, ils ont vu des similitudes qui ont fait qu'ils se sont intéressés à l'islam. Et j'ai une anecdote par rapport à ça, qui malheureusement n'est pas dans le film parce que je ne le filmais pas à ce moment-là. C'est l'avantage de ton travail, c'est que tu peux quand même l'écrire, moi, compliqué. C'est qu'à un moment donné, en fait, donc si vous avez tous compris l'histoire, j'imagine que c'est assez clair, à la base, c'est un groupe qui se sont convertis à l'évangélisme. Donc ils ont déjà eu un processus de conversion au départ. Ils se sont fait virer de leur village. Ils sont arrivés un peu dans les bidonvilles de San Cristobal de las Casas. Donc ça, c'était dans les années 70. Et ils se convertissent à l'islam 20 ans plus tard, dans les années 90. Donc moi, spontanément, je leur pose une question à Abdelhaq, celui qui était dans la mosquée un peu âgé. Je lui pose la question, je lui dis, il y a un truc que je ne comprends pas dans votre histoire, c'est que vous avez tout perdu. Vos terres, votre maison, tout, absolument tout. Et en plus, eux, c'était des agriculteurs. Donc quand tu perds ta terre, tu perds tout. Tu deviens un vendeur ambulant et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc je leur dis, vous avez tout perdu dans votre recherche spirituelle et donc dans votre conversion à l'évangélisme. À quel moment vous vous dites qu'on va encore changer de religion dans les années 90, donc à peine 20 ans plus tard?
Je lui pose cette question et bon, il ne comprend pas la question. Donc moi, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas ma question parce que j'ai mal été traduit. Donc il redemande une traduction, je repose la question. Il me dit « Ah non, en fait, j'ai bien compris la question, mais je ne comprends pas ta question. Je ne comprends pas comment tu arrives à, entre guillemets, numériser le truc. Moi, je suis à la recherche d'un Dieu unique. Ta question, je ne la comprends pas. » Et pour moi, c'était le moment le plus fort de mon voyage, parce que moi, j'arrive avec un contexte occidental très matérialiste. En fait, ma question était très matérialiste. C'est-à-dire que j'avais associé ce qui gagnait et ce qui perdait avec sa conversion. Et juste sa question, enfin, juste sa réponse en disant « Je ne comprends pas ta question. Moi, je suis dans une recherche de l'unicité. » C'est en fait, pour moi, c'est tout le message de ce film. C'est-à-dire qu'en réalité, ce sont des gens simples, comme il le dit. Nous sommes des gens simples. On vit simplement et on recherche Dieu. Donc, au contraire, leur bagage Maya les a aidés dans ce périple spirituel. Merci beaucoup. Maintenant, on voudrait quand même avoir une avancée sur la traduction du Coran en Totsil. Est-ce que vous avez des nouvelles de ça ? Oui, en fait, comme je reviens du mois passé, mais déjà l'année dernière, ça a commencé en projet sous 3 différentes formes. La première forme, c'est qu'il y a des cours dans une des mosquées qui se font en Totsil, donc y compris des cours sur le Coran, mais pas uniquement, aussi au niveau du fiqh, avec une traduction simultanée d'espagnol, enfin pas simultanée, mais une phrase en espagnol, une phrase en Totsil. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est qu'il y a aussi un projet de traduction avec enregistrement du Coran, où on récite le verset en arabe et le verset suivant, enfin le même verset est traduit directement à l'oral en Totsil. Et également, il y a des cercles d'études directement, simplement en Totsil, menés par une des personnes qui était notamment dans le film. Donc, c'est des projets qui, depuis le film, se sont vraiment mis en place. Et c'est très important parce qu'il y a une partie c'est important pour 2 raisons. Il y a une partie des personnes qui maîtrisent pas ou peu l'espagnol. Et aussi, ça envoie un message culturel, un message religieux fort qui montre qu'on peut être Totsil et musulman, et que la culture Totsil, que l'islam, que la culture Totsil et la langue peut être une vectrice de l'islam. C'est-à-dire que l'islam peut être enseigné aussi en Totsil et pas nécessairement en espagnol, ce qui donne aussi un message fort, et il y a des avancées très bonnes à ce niveau-là. Merci beaucoup. Du coup, là, j'ai une question plus axée sur le film, sur les financements plus particulièrement. Comment vous réussissez à financer vos films documentaires ? Et est-ce que vous avez des besoins en particulier aujourd'hui ? Alors nous, on finance nos films par nos propres moyens, au début. On était étudiants, donc ça n'avançait pas, tout simplement. Ensuite, on a commencé à travailler, donc on mettait un petit peu d'argent de côté pour les voyages. Et ensuite, on s'est mariés, et du coup, forcément, c'est plus dur de justifier ces dépenses-là. Du coup, on a dû trouver des solutions différentes. Et c'est là où on s'est dit, on a deux choix. Soit on passe par la voie, on va dire, classique, donc dans la réalisation cinématographique, il faut aller à la recherche de financement, au CNC, etc. Ce qu'on a fait, parce qu'on est optimiste, ça n'a pas marché. Et en parallèle, on s'est dit, on ne va pas attendre que les financements arrivent, on va essayer de continuer à faire et à trouver d'autres modèles. Le modèle qu'on a trouvé et qui a bien marché depuis maintenant 3 ans, c'est le modèle des projections débat. Ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez payé un ticket, ce ticket, ce qui nous revient est intégré dans le financement du prochain film et ainsi de suite. Mais du coup, forcément, ça a impliqué de vraiment travailler le principe de projection débat. Et ça, c'était donc en 2018. De 2015 à 2018, on était un peu frileux, on ne savait pas trop ce que valait notre projet, donc on se laissait inviter. D'ailleurs, je remercie les associations étudiantes qui nous ont beaucoup aidés en nous invitant dans différentes villes. Mais à un moment donné, on s'est dit, on ne peut pas attendre à se faire inviter. En plus, il n'y a pas beaucoup d'argent dans ça. Il faut qu'on trouve une solution. Et c'est là où on s'est dit, en fait, on va faire comme des groupes de musique. On va créer des tournées comme des rockstars. Et on va louer des cinémas. On va essayer de faire en sorte de donner envie aux gens de venir. Et je me rappelle, on avait pris le premier cinéma
Donc c'était pour Somos Musulmanes, justement, c'était le 3e documentaire. On prend le premier cinéma, on flippe de ouf parce que mettre, bon, c'était 1 000 €, c'est pas non plus incroyable, mais mettre 1 000 € et on se dit, mais qui va venir voir un documentaire? Même moi, sur Arte, je regarde un documentaire, si c'est pas à l'heure que je veux, je passe à autre chose. Du coup, je me suis dit, qui va venir payer 10 € pour venir voir un documentaire? Et c'est là, en fait, où c'était complet une 2e fois, une 3e fois, et alhamdoulilah, dans les 20 villes qu'on a faites, c'était toujours complet. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, il y a un modèle qui marche. Alors, attention, ça marche, mais ça ne nous permet pas de faire ça à temps plein. Ça marche pour pouvoir ne plus perdre de l'argent. C'est déjà très bien. Mais c'est là où on s'est dit, il y a un truc à faire. On a commencé à travailler et à perfectionner ce système de projection, débat, tournée. Donc déjà, la première chose, c'est de privilégier le cinéma, parce que derrière le fait de venir au cinéma, bon là c'est pas un cinéma, mais franchement c'est même mieux qu'un cinéma, à part pour vous, les sièges c'est un peu voilà, mais venir au cinéma, c'est aussi se dire que nos documentaires, qui sont totalement indépendants, on n'est financé par aucune institution, on met un pied dans le milieu cinématographique français. Pour ceux qui connaissent le contexte du milieu cinématographique français, c'est très dur, et nous quand on loue des cinémas, on est un peu des ovnis. C'est-à-dire que les responsables de cinéma, ils ne comprennent pas trop, et surtout, ils ne comprennent pas comment on arrive à remplir les salles. Et c'est là où on s'est rendu compte, en parallèle, par rapport au financement, qu'il y avait un vrai enjeu sur la question du cinéma. On est tous d'accord aujourd'hui que le cinéma nous influence positivement, négativement. C'est un transmetteur d'émotions, d'idées. Mais on se rend compte qu'au niveau de la parole des musulmans, on n'est pas très présent. Alors, on est très présent dans le fait de se plaindre qu'on est mal représenté, à juste titre, hein, mais dans la proposition, on n'est pas très nombreux. Et nous, c'est quand on a pris conscience qu'on n'était pas beaucoup. Il y a 2 ans, je crois, vous avez fait une projection de Soumaya. Donc, en fait, on se connaît tous, hein, les réalisateurs qui font des petits trucs comme ça, on se connaît tous, et c'est pas normal, parce qu'on se compte sur les doigts d'une main. Et donc, on se dit, justement, pour finir sur ce sujet, vraiment, le cinéma, c'est très, très compliqué en termes de financement. Et on peut exister qu'avec votre aide. Alors nous, on essaye de faire en sorte que votre aide, elle ne soit pas, soit pas une levée de fonds classique. On essaie de faire en sorte que vous y voyez un intérêt, vous venez à passer une soirée culturelle. Nous, on y voit un intérêt, ça nous finance le prochain documentaire. Mais c'est vrai que prenez vraiment conscience que si vous voulez qu'il y ait une parole, entre guillemets, libre de tout financement, il n'y a que vous qui peuvent faire en sorte que ça puisse être possible. Il n'y a que votre soutien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vous remercie énormément d'être là, parce que c'est que grâce à vous qu'on existe. Voilà. Du coup, pour rester sur les films que vous tournez, est-ce que vous avez une perspective d'explorer du coup de nouveaux continents ou pays, notamment peut-être l'Australie avec la population aborigène qui est là-bas? Alors justement, il y a la petite carte là, qui nous met un petit peu notre programme. Alors nous, quand on a fait ce programme, c'était en 2014, on pensait qu'on allait le boucler en 3 ans. C'est pas du tout, on est hors timing. En réalité, plus le temps passe et plus les documentaires prennent du temps à être réalisés, parce que forcément, plus nos exigences augmentent. Et donc là, si vous voulez un peu un tour du monde, on a commencé par la Bosnie, on est parti en Chine, ensuite on est parti au Mexique. Juste avant le Covid, 3 semaines avant le confinement, on a pu revenir d'Éthiopie. Donc on a un documentaire, en tout cas en rush, sur l'Éthiopie. On travaille dessus. Donc là, le prochain documentaire, c'est sur les Harari d'Éthiopie. Et ensuite, au programme, c'est les Kashis du Tibet. Donc les Kashis du Tibet, c'est justement une population musulmane tibétaine qui est une histoire très intéressante parce que justement, dans un contexte bouddhiste et dans un contexte de marginalisation de la part du gouvernement chinois, ils sont doublement minoritaires en fait. Ils sont minoritaires en tant que musulmans, ils sont minoritaires au Tibet en tant que musulmans tibétains, un sujet très intéressant. Les Chams du Cambodge et enfin les Tatars de Crimée. Pourquoi on n'a pas mis d'autres ? C'est tout simplement parce que ça, c'est entre guillemets la première saison. On a essayé de se dire, bon, on va choisir un peuple par continent. L'Asie, c'est assez grand, on s'est dit Asie, on va un peu étoffer, c'est des histoires différentes, c'est des contextes différents. L'Europe, pareil, on avait la Bosnie, le contexte balkanique, et on avait la Crimée, plutôt un contexte au niveau des Tatars et la Russie, etc. C'était intéressant. Et donc, on s'est dit, mais il y a plein d'autres communautés, qu'est-ce qu'on fait ?
Et c'est là où justement on s'est dit que ça peut être intéressant d'écrire des articles. C'est comme des ébauches, donc sur notre page Insta, sur Facebook, sur notre site, eh ben, on écrit sur ces communautés-là. On en a dénombré énormément, donc justement les aborigènes d'Australie, mais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Cuba, il y a énormément de communautés. Mais aujourd'hui, on essaye d'être un peu réaliste. Voilà, le programme, il est là. On a encore besoin d'au moins 4-5 ans pour finir ça. On verra plus tard. Et d'ailleurs, surtout, si vous voulez aller là-bas, allez-y. Hein. On ne vous retient pas. C'est bien, hein, les aborigènes d'Australie, allez-y. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Du coup, on retourne sur l'Amérique latine. Dans quelle situation aujourd'hui se trouve du coup l'émergence de l'islam là-bas et comment les opinions publiques gèrent cette émergence et quel rapport entretiennent-elles avec les musulmans qui sont sur place? Pour l'émergence, je dirais que ça dépend des pays, bien sûr, mais l'âge d'or est... Peut-être, on espère qu'il y a plusieurs âges d'or, mais l'âge d'or de l'islam au Chiapas, tout le monde va le dire, c'était avant. C'était il y a 10-15 ans. Maintenant, la communauté est plutôt sur le déclin. Bien sûr, il y a l'espérance que ça reparte. En Colombie, il y a un cas très intéressant à Buenaventura, avec 50 ans d'histoire, une communauté autochtone et nouvelle, parce qu'il s'agit aussi de personnes qui sont converties à l'islam. 100% de la communauté est locale, donc afro-colombienne. Mais là-bas aussi, il y a eu un pic dans les années 90-2000, et aujourd'hui, c'est en déclin. Et je ne veux pas être pessimiste, mais je commence par faire un portrait un peu général. Et si on va plus au nord, sans parler d'Amérique latine, aux États-Unis, il y a bien sûr le cas connu des Afro-Américains. Avec un moment, on parlait de 30% des musulmans américains qui étaient afro-américains, donc convertis à l'islam, ou certains filles de convertis. Mais à ce niveau-là aussi, il y a un fort déclin. Ce qui m'interpelle, moi, en tant que chercheur, c'est de comprendre le processus de conversion, mais aussi de sortie de l'islam, ou comment on peut voir une courbe ascendante, et puis un jour, on voit que la présence musulmane locale descend, décline. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir les causes, et je pense pouvoir identifier quelques causes et aussi quelques lignes plus positives, peut-être des solutions, entre guillemets. Parmi les causes, c'est, contrairement à d'autres documentaires que vous faites, le cas du Chiapas, il ne faut pas oublier que c'est une communauté de convertis et de fils directs de convertis. Donc non seulement elle est minoritaire, mais elle est nouvelle. Et les communautés musulmanes nouvelles ont parfois du mal à tenir. Et je pense qu'un élément très important, c'est le fait qu'il peut y avoir beaucoup de conversions à un moment donné, mais ensuite les enfants de ces personnes, comme elles sont à peu près à contre-courant par rapport à leur foi, par rapport à la société locale, à l'école. Et pour elles, pour beaucoup d'enfants, c'est beaucoup plus difficile de tenir l'islam que pour leurs parents qui ont choisi par eux-mêmes. Donc souvent, il y a un déclin avec les nouvelles générations et aussi avec la problématique des mariages. On le voit très fortement au niveau des Afro-Américains, c'est un contexte différent, mais qui a des similitudes. Ou à Buenaventura en Colombie, mais même au Chiapas, où finalement des musulmans doivent se marier. Peut-être ils ne vont pas pouvoir trouver une femme, ou les femmes encore moins, un époux musulman. Donc il y aura des mariages mixtes avec des personnes qui ne sont pas musulmanes. Et les enfants vont grandir avec un parent musulman, un autre catholique. Et à force, on voit qu'il y a un déclin de ces communautés. Comment éviter cela? Je pense que la clé, c'est de créer vraiment un phénomène local d'islam qui passe par le fait que on ne doit pas être dépendant de l'étranger, ni pour les imams, ni pour les prédicateurs, ni pour les financements, ni pour les mouvements turcs ou peu importe le pays ou saoudien, mais l'islam doit s'implanter localement avec des figures qui sont de là-bas, qui connaissent la culture, la société et qui étudient l'islam assez pour avoir un rôle de leadership. Ensuite, on peut commencer à sentir un islam local, un islam vraiment implanté. Et dans la continuité de cette première solution, la deuxième solution, c'est une adaptation socio-culturelle de la pratique religieuse. Bien sûr, l'islam, dans ses fondements, ne change pas, mais historiquement, la pratique musulmane et la culture musulmane qu'on trouve au Sénégal, en Bosnie ou en Indonésie, ce sont trois cultures différentes. Ce sont des adaptations qui sont naturelles à l'environnement et au contexte, qui sont très importantes pour ne pas faire que les personnes vivent leur foi
en situation de schizophrénie. Et c'est les conditions sur lesquelles l'islam peut s'implanter à longue échelle, mais ici on est dans une observation qui a commencé à peu près il y a 30 ans pour le Chiapas, un peu plus longtemps pour certains cas colombiens, donc on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe demain, mais on voit que le processus ne va pas forcément tout le temps dans une courbe ascendante. Il y a des hauts et des bas, il y a des périodes d'or, il y a des périodes plus difficiles, et aujourd'hui on voit qu'il y a énormément de conversions à titre individuel, mais très sporadiques, très séparées, beaucoup aussi de sorties de l'islam, et le cas de Chiapas reste exceptionnel parce qu'ici on est dans un phénomène collectif, pas seulement individuel. Alors que si vous allez à Mexico City, il y a énormément de conversions, mais c'est des personnes qui ne sont pas liées entre elles, qui ne se connaissent pas, qui se voient seulement à la mosquée peut-être le vendredi, mais qui ne vivent pas en communauté. Donc voilà quelques éléments de réflexion. Et peut-être tu vas ajouter quelque chose. Moi, ce que je peux ajouter, c'est... Je me suis posé un jour une question, je ne sais pas s'il y a des Comoriens dans la salle, mais aux Comores, pour ceux qui le savent, donc c'est un pays musulman... Avant, je crois que l'islam est arrivé même avant le Maghreb. Jusqu'à aujourd'hui, les Comoriens, ils ont un système matriarcal. J'ai posé la question à un ami comorien, pour ceux qui le connaissent, l'imam Bajrafil. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, c'est marrant. Comme ça, je dirais plutôt, voilà, le cadre arabo-musulman, c'est un cadre patriarcal. Il y a aussi toutes les règles au niveau de l'héritage, etc. dans le Coran. Qu'est-ce qui fait que chez les Comoriens, c'est resté, c'est matriarcal, c'est-à-dire que l'homme, quand il se marie, il va chez la femme. L'argent est au sein des maisons, c'est les femmes qui gèrent l'aspect financier, etc. Et il m'a dit tout simplement, pas que lui, mais aussi des recherches, c'est que l'arrivée de l'islam aux Comores, il est très, très, très ancien, et il ne s'est pas fait dans une dynamique impérialiste. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu l'imposition d'une culture sur une autre. Ça a été un mouvement d'échange qui a fait que finalement l'islam a renforcé la culture présente et a apporté la conception de l'unicité divine et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre contre-exemple, justement, c'est au Cambodge, où c'était une société matriarcale qui est devenue patriarcale lorsque l'islam est arrivé au XVe siècle. Mais là, on parle du XVe siècle. En fait, il y a eu toute une évolution, parce que même au sein de l'expansion de l'islam, ça n'a pas été homogène. Il y a des expansions. Justement, on parle de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, l'islam est venu à travers le commerce, etc. Et on se rend compte finalement qu'en fonction de comment l'islam arrive, eh ben, ce n'est pas intégré dans la culture locale de la même manière. Et donc, par exemple, au Cambodge, donc justement, c'est un sujet qu'on est en train d'étudier, les Chams, il y a eu ce changement où ils sont passés d'une société matriarcale à une société patriarcale. Mais du coup, lorsqu'on compare avec les Comores, au final, il n'y a pas une, en fait, c'est pas mono l'expansion de l'islam. Ça dépend en fait des contextes. Et selon moi, justement, c'est cette approche de domination culturelle. C'est ce qu'on voit, par exemple, au Chiapas, quand on voit, par exemple, certaines communautés, ils vont mettre le khamis blanc en disant c'est l'habit musulman. Alors qu'en réalité, on le voit aujourd'hui, quand on voit la mosaïque des cultures musulmanes, quand on voit le boubou sénégalais avec le khamis d'une telle contrée et avec un autre habit... Aujourd'hui, on dit ça, tout ça, ça fait partie de la situation arabo-musulmane. Mais à un moment donné, en fait, on dirait on s'est bloqué. On s'est dit qu'en fait, tout apport, c'est extérieur et ce n'est pas de chez nous. Et du coup, on développe un impérialisme à nous, quoi. Et c'est le cas aussi pour les mosquées. Par exemple, les architectures des mosquées, en l'occurrence, on en parle beaucoup par rapport à la Chine, quand on fait une projection sur la Chine, parce que c'est très visible. En réalité, lorsqu'on voit les régions où l'islam est arrivé de manière très ancienne, on voit qu'en réalité, eh ben, même l'architecture, elle est locale. Les mosquées, comme vous avez pu le voir sur l'exposition, de loin, on dirait un temple bouddhiste. On se rapproche un peu, en fait, c'est une mosquée. Donc, tous ces aspects-là, en réalité, on peut se poser la question sur notre approche. Et c'est là où, justement, nous, on est en plein dans cette question de qu'est-ce que la culture, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que le dogme, toutes ces questions-là, comment réussir à mieux les définir, non pas pour les minorer ou pour les sous-évaluer, mais juste pour réussir à bien y fixer les frontières et pour réussir justement à être plus dans un équilibre. Encore une fois, l'islam
je pense, l'un des messages principaux de l'islam, c'est la notion d'équilibre. Et justement, il y a quelque chose à travailler sur cette approche, sur cette capacité à intégrer. Et d'ailleurs, historiquement, la civilisation arabe musulmane n'a jamais été aussi forte que lorsqu'elle a intégré des compétences et des richesses autres. L'administration byzantine, l'architecture perse, etc., etc. Donc je pense qu'il y a aussi un truc à faire sur cet axe de réflexion. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, ce serait une question par rapport aux personnes que vous avez rencontrées pendant vos voyages respectifs. Est-ce qu'elles sont au courant de la situation des autres communautés musulmanes dans le monde et plus spécifiquement occidentales, surtout en France? Et qu'est-ce qu'elles pensent concrètement des problématiques que nous, on peut rencontrer aujourd'hui dans notre pays? Oui, on peut répondre les deux. Oui, c'est une question super intéressante. Après, on ne peut pas la développer avec plein de cas, mais ça me fait penser à deux situations. Donc, pour certains, je dirais oui, par Internet, avec beaucoup d'intérêt pour... beaucoup de personnes discutent avec des musulmans qui vivent en Turquie, qui vivent au Maroc, qui vivent en Algérie, qui peuvent vivre en Malaisie. Donc ça, c'est vraiment permis avec Internet, y compris pour des personnes qui ne parlent pas la langue. Donc il y a beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Et ce qui fait qu'il y a déjà un sentiment d'appartenance à la Oumma dans un domaine virtuel, le sentiment de partager la même foi avec des personnes a priori avec lesquelles il n'y aurait eu aucune interaction sans l'islam. Et aussi un intérêt pour ce qui se passe dans plusieurs pays musulmans, y compris la France. Mais après, je répondrai un peu le contraire maintenant. Il y a aussi beaucoup d'ignorance pour certaines personnes. Et je pense à une femme en Colombie, donc on part un peu plus loin, plus au sud, qui s'est convertie à l'islam il y a 15 ans, qui était très pratiquante pendant une quinzaine d'années, mais qui a eu des doutes par rapport au port du hijab, justement, parce que ça lui posait beaucoup de problèmes dans sa vie. Et un jour, je lui ai dit qu'en France, il y a beaucoup de femmes musulmanes qui n'ont pas le voile. Et elle ne pouvait pas le croire. Donc j'ai commencé à taper sur YouTube, de lui montrer des personnes réelles, finalement, des personnes françaises, musulmanes, de confession musulmane, mais qui ne portent pas le voile. Mais je leur dis, mais tu sais, ces personnes-là font la prière. Elle me dit, ah bon, elles font la prière, elles ne portent pas le voile. Je dis, non, en fait, on peut être musulman sans porter le voile. C'est des niveaux différents. C'est-à-dire qu'il y a des piliers fondamentaux sur lesquels on peut se dire musulman ou pas. Après, il y a des règles, et les règles ont des degrés différents. Et le fait de ne pas suivre une règle, même si on y croit, ne veut pas dire qu'on n'est pas musulman. Et simplement, une remarque comme ça a complètement bouleversé sa manière de penser. Parce que certaines personnes disaient, je vais sortir de l'islam parce que je n'arrive plus à porter le voile. Comme je n'arrive plus à le porter le voile parce que je dois travailler à X endroits pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, à ce travail-là, je ne peux pas porter le voile. Du coup, je vais sortir de l'islam parce que c'est la seule solution. Et simplement, ici, on voit qu'il y a d'un côté, pour certains, une ouverture sur le monde, une conscience de ce qui se passe ailleurs, mais beaucoup d'ignorance à cause de l'éloignement géographique, culturel, même linguistique. Et il y a des personnes qui sont très ignorantes de l'islam, donc qui sont converties à l'islam. Mais si on parle des personnes non musulmanes, là, on est vraiment dans la plus grande ignorance. Ce qui justifie aussi le travail d'activistes, de prédicateurs musulmans étrangers, parce qu'il y a un besoin de savoir, un besoin de connaître l'islam. Par exemple, un jour en Colombie aussi, un autre exemple, je finirai là-dessus, on m'a dit « Ah, tu es musulman, chez vous c'est la guerre ». Et je lui ai dit « Mais chez moi où ?» Elle m'a dit « Mais tu es musulman ?» Je dis « Oui, chez vous dans l'État islamique, Daesh, c'est la guerre là-bas ». Je lui ai dit « Non, moi je ne suis pas du tout lié à ça. C'est juste le mot État islamique, mais ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas un État islamique. » J'ai dû expliquer vraiment cette notion. Mais ce qui est paradoxal, la personne me disait ça avec la plus grande bienveillance. Elle ne m'a pas du tout dit « Ah, mais vous êtes des terroristes ». Vraiment, il y a une sorte de naïveté chez certains, de méconnaissance, mais à la fois d'ouverture et d'intérêt. Donc ça justifie aussi le fait d'essayer de transmettre, de voyager, de rencontrer des gens pour partager ce qu'on peut connaître. Pour ma part, ça a été la question de l'identité. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on échange avec les populations, ils nous disent « Bon, vous venez d'où ?» Du coup, nous, dans le groupe, t'as toujours un mec qui va dire « Ouais, on vient de France ». Il va dire « Ok, mais vous venez d'où ?» On voit bien que vous n'êtes pas
Et du coup, on lui dit, ouais, moi je suis d'origine tunisienne, et Wissem aussi, donc on dit, ouais, on est d'origine tunisienne. Il fait, ok, d'accord, vous êtes tunisien. Et donc on leur explique qu'en France, il y a une citoyenneté, mais il n'y a pas cette notion d'ethnicité. L'ethnie n'est pas reconnue en France, alors que dans la majorité des pays, il y a un concept de ethnicité et citoyenneté. C'est pas la même chose. On peut être, par exemple, si on prend l'exemple de la Malaisie, on peut être chinois malaisien, indien malaisien, malais malaisien. En fait, le malaisien, c'est la citoyenneté, et ensuite chacun a son ethnicité. Et ça nous a beaucoup frappé parce que, bon, ça c'est quand on était encore un peu plus jeune, c'est que justement, on s'était rendu compte, parce que justement, c'est une question aussi en France qui se pose beaucoup, notamment du fait du flux migratoire des années 70 d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest. Nous, on est, enfin en tout cas, dans notre équipe, il y en a 2, on est des descendants de personnes qui sont venues s'installer en France. Et c'est vrai que la question se pose beaucoup sur comment se définir. Oui, ok, on est des citoyens français, mais on aimerait bien quand même que ça soit reconnu, le fait qu'on vienne de telle ou telle contrée. Sauf que parfois, c'est vu comme si on n'a pas envie de nous intégrer. Et inversement, même des gens peuvent mal prendre le fait qu'on lui pose la question de son origine. Moi, par exemple, à un moment donné, je travaille dans un resto, et il y a une personne qui vient et qui me dit « Excusez-moi, je suis vraiment désolé, vous venez d'où ?» Et c'était après tous ces voyages-là, et je me dis « Ah tiens, c'est marrant, parce que les gens pensent qu'en me demandant d'où je viens, c'est comme si c'était une atteinte à mon intimité, alors qu'en réalité, dans la majorité des pays, c'est quelque chose sur lequel on discute beaucoup. » Du coup, ils ne comprennent pas, et du coup, nous aussi, derrière, on a élargi la question. Ils ne comprenaient pas ce tabou de l'origine. Pour eux, moi, je suis tunisien, en fait. Certes, je vis en France, je suis un citoyen français, mais ethniquement parlant. Et donc, on s'est dit, c'est vrai, tiens, on va développer un peu cette idée-là. Et on se rend compte finalement que le modèle français, en fait, si on prend si on prend sur une moyenne du monde, il est très particulier en réalité. Même en Chine, qui est un pays, on va dire, c'est le symbole de l'impérialisme, la Chine, en termes de comment l'hégémonie des Han sur les autres ethnies, etc. Même en Chine, quand on discute de ces questions-là, c'est beaucoup plus fluide. Ok, ethnie, c'est une chose, nationalité, c'en est une autre, etc. Et du coup, justement, si je reprends la question, lorsque l'islam se vit en situation minoritaire, voire antagoniste, comment façonner son identité, nous, ça nous a beaucoup apporté. Parce que ça nous a en fait, on s'est rendu compte, en tout cas en tant que fils d'immigrés, on s'est rendu compte quand même que si on reste dans ce modèle, en tout cas qu'on nous donne comme modèle jacobin, vous connaissez, le modèle français, c'est un modèle en fait jacobin, un peuple, une langue, une société. En réalité, nous, on développe une certaine schizophrénie, parce que on ne peut pas se cacher sur le fait qu'on a une certaine diversité. La question, c'est pourquoi cette diversité est devenue antagoniste. Comment on fait pour que cette diversité, elle soit une richesse ? Et du coup, c'est en fait ces populations-là qui nous l'apprennent. Et c'est pour ça qu'on fait ce sujet-là. Les Bosniaques, les Hararis d'Éthiopie, les Ouïs de Chine, ce que nous, on vit aujourd'hui, depuis 50 ans, eux, ils l'ont vécu il y a 3000 ans. C'est-à-dire qu'eux, depuis 3000 ans, Qu'est-ce que je raconte 3000 ans ? Mais non, depuis 3000 ans, on est en 2020. Non, depuis les Bosniaques, c'est 15e siècle, la Chine, c'est 12e siècle. Donc, c'est plus... voilà, je suis très nul en maths. Bref, eux, ils le vivent depuis énormément de temps. Et donc, ils ont travaillé sur cette question du pluralisme. Ils ont travaillé sur cette question du vivre ensemble. Ils ont travaillé sur la question de « OK, on veut vivre ensemble, mais on veut aussi préserver notre identité. » Parce que c'est facile de préserver son identité lorsqu'on est en autarcie. Et c'est facile de vivre ensemble lorsqu'on délaisse tout notre bagage qui nous différencie. Donc la question, c'est comment faire pour conjuguer ces deux choses-là. Et c'est ça notre initiative, en fait, Repère et Vocation, c'est ça, c'est allons voir des populations qui, en fait, sont nos aînés dans cette question-là. Ils ont vécu ces sujets-là de façon beaucoup plus profonde depuis très longtemps. Et il y a des choses à apprendre. Il n'y a rien à copier-coller parce que les contextes sont différents, mais il y a des choses sur lesquelles on peut s'inspirer. Il y a des modèles sur lesquels on peut s'inspirer, ou pas aussi, parce qu'il y a eu des guerres derrière. Donc, c'est plutôt ces sujets-là qui nous ont bien réveillés, en fait, au niveau de ces voyages. Oui, je voulais juste rajouter un petit point sur la question de l'identité.
En fait, l'Amérique latine est connue pour être ouverte, pour être très inclusive, tolérante. Et je pense que c'est vrai par rapport à la plupart d'autres continents, d'autres régions mondiales. Par contre, ce qui existe encore, c'est des différences ethniques, des stigmatisations, des discriminations et aussi des logiques ségrégationnistes qui existent. Et en fait, l'islam, par rapport aux personnes qui ont embrassé l'islam, qui ont choisi l'islam, c'est vraiment un ciment d'unification. C'est vraiment la cause de rapprochement de personnes qui n'auraient pas pu être rapprochées. Et on le sent très fortement dans différents pays d'Amérique latine, notamment au Brésil, en Colombie. En Colombie, à Buenaventura, qui est une ville afro-colombienne, a priori, à la base, si on est blanc, il ne faut pas trop aller. Et avec l'islam, si on est musulman, il n'y a plus cette idée de blanc, noir, ou au Mexique, on parle d'indigènes, de Mexicains, mais en vrai, c'est un débat faussé, parce qu'à la base, les personnes, il y a beaucoup de métissage, mais la plupart des personnes sont d'origine indigène. Mais on parle quand même d'indigène, parce qu'il a gardé sa culture, et l'autre n'est pas indigène. Et au Mexique, on parle aussi de blancs et des gens qui ne sont pas blancs. Parfois, pour nous, venus d'Europe, on ne voit pas la différence, parce que c'est des histoires de tons, de couleur de peau. Et avec l'islam, pour beaucoup de personnes dans ce pays qui ont adhéré à l'islam, ils ont vraiment senti cette force de communauté et cette force d'union finalement, où le physique, l'origine sociale, ethnique n'a plus d'importance. Et personnellement, moi, ça m'a permis le fait d'être musulman, ça m'a permis d'aller dans des endroits qui sont soi-disant interdits, que ce soit aux États-Unis, dans des quartiers, ghettos afro-américains, c'est l'islam qui m'a fait entrer. Buenaventura, au Colombie, pareil. Ou en Afrique du Sud, à Cape Town. Aujourd'hui, malheureusement, c'est très divisé. Il y a 3 ethnies. Il y a les Noirs, les Métis, colored, et les Blancs. Et les quartiers de colored, si on n'est pas Métis, on ne peut pas aller. Si on est Blanc, on ne peut pas aller. Si on est Noir, on ne peut pas aller. Et les Métis ne peuvent pas aller dans les quartiers noirs. C'est la règle. Tout le monde va le dire. Mais avec l'islam, on peut le faire. Et les musulmans croyants le sentent très fort. Et aussi, cela ne passe pas inaperçu chez des gens qui ont connu un autre système avant et qui, à travers l'islam, développent une nouvelle façon de considérer l'être humain où ces ségrégations n'ont plus lieu d'être. Merci beaucoup. Du coup, on va conclure sur la dernière question. Qu'est-ce que ces rencontres et ces voyages vous ont apporté personnellement ? Et plus globalement, quelles leçons, nous, la communauté française, on peut en tirer ? Oui, rapidement, peut-être très personnellement, parce que c'est la question, qu'est-ce que ça m'a amené personnellement ? Parce que je le fais par un intérêt académique aussi, mais personnellement, ça m'a permis de rencontrer des personnes aux itinéraires très surprenants pour moi. Des personnes qui ont, que ce soit au Brésil, au Mexique, en Colombie, qui ont connu l'islam à 14-15 ans quand ils vivaient dans la rue, qui ont connu l'islam en prison, aux États-Unis avant de se faire expulser. Des personnes qui ont changé radicalement de vie pour le positif grâce à l'islam, qui étaient dans des réseaux plus ou moins mafieux. Des personnes qui étaient toxicomanes qui sont venues à l'islam. Et qui, quand ils partagent leur histoire de vie, on dirait un roman, tellement c'est fort et touchant. Et personnellement, c'est vraiment ces rencontres individuelles qui m'ont inspiré et forcé à l'humilité, parce que par rapport à leur parcours, j'ai l'impression que ma vie est complètement déviante et perdue. Mais c'est vraiment cela que ces voyages m'ont approché, puis aussi d'éveiller la curiosité et le fait de se sentir en connexion avec tout le monde, parce qu'à force de voyager, soit on se sent, enfin, c'est pas soi, c'est tant on se soit étranger partout qu'on se sent chez soi partout. Et c'est un peu ce qui m'arrive depuis ces dernières années. Je peux me dire étranger partout, je peux me sentir chez moi comme certaines personnes du film. Pour moi, c'est comme mon frère. Et certaines personnes qui sont présentes ici aussi. Du coup, je pense que pour moi, c'est la meilleure richesse des voyages et de l'échange, c'est finalement de vivre cette humanité commune. Pour ma part, c'est moi personnellement,
vu qu'on a voyagé de cette façon très tôt, j'arrive plus à voyager autrement en fait. J'arrive plus à aller dans un endroit sans avoir une quête, un sens, voilà, aller à la rencontre de gens, essayer de comprendre leur histoire. Vous le savez, quand vous voyagez, vous avez l'impression qu'une semaine, c'était un mois. C'est parce qu'en fait, on apprend plein de choses. Alors imaginez juste parce qu'on est dans un pays différent. Alors imaginez quand vous êtes dans un pays différent, que comme toi, par exemple, tu es sur une problématique bien particulière et qu'il faut aller comme ça entre les gens, comprendre leur histoire. En fait, ça change la vie, c'est une éducation également parce que petit à petit, on apprend à être dans l'observation avant de juger. On apprend beaucoup plus à attendre avant de juger une situation. Et là, je ne parle pas d'un jugement qui se voit visuellement, je parle à l'intérieur de soi. Et on est plus dans, OK, il y a un truc qui se passe devant moi, wow, OK. On apprend à comprendre le sens derrière tout ça, et donc ça développe une certaine bienveillance. Et surtout, ça développe un sens très fort de notre existence. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on voyage? Je ne prétends pas donner un kit du voyageur. Je pense que... Enfin, moi, je ne me considère pas comme un grand voyageur. Il y en a qui voyagent beaucoup plus que moi. Mais en tout cas, le fait d'avoir une problématique, d'essayer de la traiter de la façon la plus noble possible, c'est ça qui vraiment m'a apporté, moi, en tout cas, dans mon expérience sur cette initiative. Encore une fois, à la base, on était un groupe de potes. On voulait juste voyager. Au final, on se retrouve sur une aventure qui est en fait une aventure d'une vie, où on sacrifie beaucoup de temps, on sacrifie notre famille, on sacrifie notre argent. Et au final, tout ça, ça n'a aucune valeur face au sens plus grand, qui est justement de se dire que je vais revenir avec un fragment de vérité, avec un fragment d'histoire. Et finalement, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est ici réunis autour d'une communauté. Alors, c'est marrant parce que nous, on les voit ici. Eux, ils ne s'imaginent pas qu'on puisse parler 3 heures sur eux. C'est-à-dire qu'ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils doivent dire? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dans notre histoire? Et c'est ça qui est fort. Et c'est ça qui m'a beaucoup apporté. Et bien sûr, la deuxième chose qui m'a énormément apporté, c'est que finalement, j'en ai fait ma vie, dans le sens où moi, à la base, j'ai un parcours classique universitaire en économie. Et j'ai décidé, au bout de 2 ans d'activité professionnelle, de faire le grand saut et de faire que ça. Alors, je suis obligé de faire de la prestation audiovisuelle, mais je suis dans l'audiovisuel, je ne viens pas de ce milieu-là à la base. Grâce à ces documentaires et grâce au fait qu'on aimerait derrière aller sur de la fiction, en tout cas sur du cinéma, j'ai pu finalement faire de mon quotidien un quotidien lié à l'image. Donc forcément, ça a chamboulé ma vie, quoi. Alors, merci beaucoup. Il nous reste encore quelques questions, mais malheureusement, la soirée ne peut pas s'éterniser. Donc, effectivement, je trouve qu'il était très intéressant d'en apprendre et d'échanger sur des cultures qui ont un mode de vie et des traditions différentes des nôtres. C'est d'ailleurs comme ça qu'on ouvre son esprit et qu'on se rend compte, en fait, au final, que l'islam, ce n'est pas une tradition ou une culture en particulier, mais plutôt des valeurs communes. Donc pour ça, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Merci de vous être déplacés. Merci pour ce magnifique film. Je remercie aussi l'équipe de l'ADEME qui a organisé tout ça. Et plus particulièrement Cassie, qui est à l'origine de ce projet que vous avez vu au début. Et je vous remercie tous. Je vous remercie tous pour votre présence. On espère vraiment que cet événement vous a beaucoup intéressé et que chacune et chacun d'entre vous ont pu en tirer quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour être alertés de nos prochains événements. Bonne soirée à tous. Salam alaikum.